Face au dérèglement climatique, professionnels comme particuliers sont exposés. Une mission d'information du Sénat se penche actuellement sur ce sujet. Les explications d'Adrien Develay. Octobre 2018. Les rivières débordent et ravagent le département de l'Aude. Tempêtes, sécheresses, inondations. Depuis 15 ans, les phénomènes climatiques extrêmes se multiplient. Après ces inondations, le Sénat a mis en place une mission d'information. Des catastrophes naturelles qui risquent de, peut-être pas d'être plus fréquentes, mais peut-être plus fréquentes et en tout cas plus violentes. Il faut que nous nous intéressions effectivement au régime d'indemnisation. Avec cette mission, les sénateurs veulent vérifier que les assurances pour les professionnels et les particuliers fonctionnent bien. Car pour que les indemnisations en cas d'avarie météo soient possibles, il faut impérativement que l'état de catastrophe naturelle soit déclaré. L'état de catastrophe naturelle correspond à l'intensité anormale d'un agent naturel et est décidé par un arrêté interministériel. Le régime qui le définit date de 1982, les sénateurs souhaitent le moderniser. En juin 2019, c'est le département de la Drôme qui est touché par des averses de grêle. Les aléas climatiques coûtent cher, très cher. En 2018, ils ont coûté 1,8 milliard d'euros aux assureurs français. Et à cause du réchauffement climatique, ce chiffre devrait encore augmenter dans les années à venir. Au niveau mondial, les catastrophes naturelles ont coûté 273 milliards d'euros en 2017, un chiffre historique. Et on ouvre le premier débat de Sénat 360 sur ce sujet, les risques climatiques et leur indemnisation, avec une problématique pour le secteur de l'agriculture, particulièrement exposé au dérèglement climatique. Pour en parler, j'accueille sur le plateau mes invités. Didier Rambaud, bonjour. Bonjour. Vous êtes sénateur La République En Marche de l'Isère. André Bernard, bonjour. Vous êtes président de Chambre d'agriculture de la région PACA et vice-président de la Fédération nationale des chambres d'agriculture. Bonjour. Enfin, j'accueille Olivier Moustakakis, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable des relations avec les assureurs chez Assurland. Alors, les agriculteurs sont malheureusement aux premières loges du dérèglement climatique. Sécheresse, inondations, grêle, les événements virulents sont de plus en plus fréquents, de plus en plus violents. Par exemple, début juin, en région Auvergne-Rhône-Alpes, dont des communes en Isère, Didier Rambaud. Et c'est des problématiques de plus en plus fréquentes. Et oui, hélas, je crois que l'ère des dérèglements climatiques est là maintenant, et on le voit pratiquement chaque semaine. Quand c'est pas une inondation, c'est une sécheresse. Quand c'est pas une sécheresse, c'est de la grêle. La canicule, on peut imaginer ce que cela va entraîner. Et il y a une semaine, en Isère plus particulièrement, dans la zone de production de ce qu'on appelle la noix de Grenoble, qui a été durement impactée. Plusieurs milliers d'arbres, de noyers arrachés, entre 15 et 20 000 noyers arrachés, avec toutes les conséquences que cela entraîne. Perte de récolte, reconstitution de l'outil de travail, et puis aussi quelque chose de nouveau que j'ai découvert, c'est qu'est-ce qu'on fait de ces arbres, de ces vergers qui ont été arrachés, qu'il faut donc sortir des parcelles, qu'il faut stocker et ensuite éliminer. Donc c'est encore aussi un nouveau problème qu'il faut prendre en compte. Des nouveaux défis, André Bernard, que vous constatez partout sur le territoire, de plus en plus d'événements exceptionnels qui impactent durement les agriculteurs? Oui, effectivement, on assiste à une montée en puissance et une rémanence de plus en plus forte de ces événements. Quand on prend l'année 2018, 70 départements en arrêté sécheresse, tout le nord de la France en arrêté sécheresse, alors que le sud n'y est pas. Les événements de la semaine dernière sont quand même d'une violence extrême sur un territoire qui est très vaste, parce que quelquefois les orages de grêle, malheureusement, il y en a toujours eu, mais sur des surfaces beaucoup plus contraintes. Là, ça a tenu très large, avec des impacts très forts. Et je rappelle quand même que les agriculteurs sont ceux qui, une grande partie de leur outil de travail, est exposé à l'air libre. Alors effectivement, je crois que face à ces événements qui arrivent, on voit se développer, on expérimente et on voit se développer aujourd'hui des mesures de protection, parce qu'avant de parler de réparation, il vaut mieux essayer de prévoir. Donc il y a un certain nombre de mesures qui sont aujourd'hui avec des moyens, des filets. Sur la sécheresse, il y a aussi une autre problématique, c'est le stockage de l'eau pour éviter de voir les plantes dépérir. Il y a des travaux pour, je dirais, contribuer à l'atténuation du climat. On va évoquer toutes ces mesures possibles pour lutter contre ce dérèglement climatique. Avant, j'aurais voulu poser la question à Olivier Moustakakis. Est-ce que pour les assureurs, c'est un coût de plus en plus important, le risque agricole avec le dérèglement climatique? Alors bien évidemment, peut-être pour clarifier le débat, il y a 3 types en gros de niveaux de garantie possibles. Il y a ce qu'on appelle couramment une multirisque agricole, qui est l'équivalent pour vous ou moi de la multirisque habitation.
Donc ça couvre en fait tout le bâti de l'exploitation et tout ce qui est contenu à l'intérieur des bâtiments. Donc c'est-à-dire les récoltes qui seraient contenues à l'intérieur des bâtiments. Ça ne couvre pas les récoltes à l'extérieur et bien d'autres choses. D'accord ? Donc ça, c'est un premier contrat. Donc déjà, il faut être rassuré. Il faut déjà avoir souscrit un contrat. Tous les agriculteurs ne sont pas assurés. Alors, tous ne sont pas forcément. En règle générale, ils le sont quasiment tous aujourd'hui. Mais il faut déjà bénéficier de ce type de contrat. 70%? Non, ça c'est la culture. Non, plus que ça. Il y a plus. Les RD, ils sont beaucoup axés. Plus de 70%. 70%. Très ça, on peut considérer assuré. en gros que chaque agriculteur responsable a souscrit un contrat de multirisque agricole qui permet de couvrir au moins le bâti et ce qui est contenu à l'intérieur de... Et après, il y a les risques particuliers pour les récoltes en extérieur notamment. Exactement. Donc depuis 2016, il y a un nouveau contrat qui a été fait à la demande des agriculteurs et de l'État et qui a réuni aussi des assureurs, qui va couvrir l'extérieur, c'est-à-dire qui va permettre de couvrir des récoltes. Donc c'est un contrat qui est optionnel, tous ne sont pas obligés d'y souscrire, d'accord ? Et aujourd'hui d'ailleurs, sauf erreur de ma part, fin 2017, il y avait simplement 30% des agriculteurs qui avaient souscrit ce type de contrat. À peu près ça, oui. Hein, sur la filière céréales oui. Et la filière viticole. Exactement. Les prairies et les cultures maraîchères et fruitières, non. Voilà. Alors, et donc, il n'y a qu'une partie des agriculteurs qui ont la possibilité, finalement, de s'assurer contre ces risques extérieurs. Alors non, ils peuvent s'assurer. Le problème qui se pose, c'est que l'assurance a un coût. Donc après, il faut évaluer par rapport au coût et à l'aléa de la survenance du sinistre, est-ce que ça vaut la peine ou pas, parce que ça a un certain coût. Donc l'État, pour les 2 premiers niveaux de garantie, subventionne une partie de la cotisation d'assurance. C'est la PAC. Voilà, sur 65%. Via les fonds européens socle, de la politique agricole commune. Via le fonds de garantie, etc. Il y a un deuxième niveau qui est subventionné à hauteur maximale de 45%. Voilà. Donc après, c'est en fonction du coût global, est-ce que ça vaut la peine ou pas. Et ce qui est reproché à ce dispositif, si on écoute un peu le milieu agricole, c'est que, 1, ça coûte très cher. 2, le déclenchement d'indemnisation n'est pas immédiat, puisqu'il faut qu'il y ait un minimum de 30% de destruction de la récolte qui interviennent pour pouvoir être indemnisé. Et il y a une franchise de 30%. Donc ça fait quand même un coût non nul pour l'agriculteur. On va évoquer tous ces sujets. Avant, j'aurais voulu vous faire écouter le ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume. Lui, il souhaite une assurance obligatoire pour notamment couvrir ces risques qu'on a évoqués, non assurés aujourd'hui. On l'écoute. Aujourd'hui, que se passe-t-il? Les agriculteurs, soit n'ont pas les moyens de s'assurer, soit de toute façon, les risques ne sont pas assurables parce que, par exemple, les calamités de grêle sur verger, ce n'est pas assurable. Aussi, il est temps d'arrêter de se voiler la face, de se mettre toutes et tous autour d'une table, les professionnels de l'agriculture, le secteur bancaire et les parlementaires qui devront vraisemblablement le faire dans le cadre d'un texte, pour faire en sorte qu'une assurance récolte obligatoire, ou en tout cas une assurance récolte généralisée, soit mise en place afin que nous puissions répondre à la détresse des agriculteurs. André Bernard, une assurance obligatoire pour les agriculteurs, c'est ça la solution face à la multiplication des risques? Alors, obligatoire, pourquoi pas. Moi, je la veux surtout d'abord accessible pour les agriculteurs. Parce qu'il ne faut pas que, pour s'assurer, on ait déjà bouffé le résultat de l'exploitation. Alors oui, il y a un certain nombre de processus qui existent aujourd'hui, qu'il faut améliorer. Et je rappelle quand même que le financement de l'assurance aujourd'hui, c'est sur les fonds de la PAC, c'est-à-dire c'est l'argent des agriculteurs qui est passé dans le deuxième pilier, qui revient pour financer l'assurance. Donc effectivement, il faut qu'on fasse évoluer encore ce volet-là. Mais moi, je pars plutôt d'un principe que dans un premier temps, il faut déjà voir tout ce qu'on peut prévenir. Donc la prévention vaut mieux que l'assurance et le après-sinistre. Donc il y a des moyens de se prévenir. Quand on voit le coût de la calamité sécheresse l'année dernière en France, c'est à peu près 3 milliards pour les agriculteurs. Ça va coûter 500 millions pour une partie à l'État, pour une partie aux agriculteurs. Est-ce qu'on n'aurait pas pu investir depuis quelques années, comme l'ont fait les Espagnols, les Portugais, les Grecs et les pays plus au sud, dans du stockage de l'eau pour éviter d'avoir nos animaux qui crèvent de soif et nos prairies qui sèchent? Et ça, vous demandez quoi? À l'État d'intervenir pour mettre un plan national? On demande à l'État de capter des fonds européens pour mettre en place du stockage de l'eau. Idem pour ce qui est la protection des cultures. Aujourd'hui, on a des techniques avec des filets qui permettent de se protéger contre la grêle, voire contre les insectes aussi. En combinant, on expérimente même actuellement, dans le département du Vaucluse, sur 3 sites, des panneaux photovoltaïques dynamiques qui permettent de produire de l'énergie sans en gêner la production et vont supporter les filets pour protéger les cultures. Je pense que c'est des investissements comme ça qu'il faut qu'on aide pour se protéger. Après, effectivement, le sinistre, quand il va arriver, eh bien, il sera là. Il faut qu'il y ait une solidarité. Oui, il faut une assurance accessible à tout le monde à un prix raisonnable. Et il faut aussi que la fiscalité
agricole qui n'est plus une fiscalité adaptée au monde actuel avec une dérégulation des marchés et climatique, permettent des provisions et permettent aux agriculteurs d'avoir de l'argent de côté, le réinjecter quand c'est nécessaire. Il y a toute une caisse à outils à monter. Mais oui, comme je suis d'accord avec le ministre, il faut une assurance pour tous les agriculteurs, accessible à tous les agriculteurs. Didier Rambaud, on a entendu le ministre Didier Guillaume dire pour la grêle sur les vergers, il n'y a pas d'assurance actuellement. Si. Si, mais elle était inabordable. trop chère, elle était inaccessible. C'est le problème est là. Je partage ce que dit le ministre et j'entends ce que dit Monsieur le Président de la Chambre d'agriculture. C'est qu'aujourd'hui, les revenus dans un grand nombre de branches agricoles sont très faibles et donc il y a l'impossibilité de pouvoir accéder à cette assurance. Mais je voudrais aussi insister sur un point et revenir sur ce vient de dire Monsieur Bernard. Effectivement, je crois qu'il faut changer de braquet, de régime dans notre pays par rapport à l'indemnisation agricole et aller vers cette culture de la prévention, effectivement, qui aujourd'hui est très insuffisante et qu'il faut développer, anticiper. Et je dirais que ce sont des choses peut-être concrètes où là, les pouvoirs publics, que ce soit d'ailleurs les collectivités, les intercommunalités et bien évidemment l'État, peuvent accompagner les branches professionnelles, effectivement, à mieux se protéger et à anticiper ce type de risques, ce type de catastrophes qui, malheureusement, sont de plus en plus récurrentes. En y associant les assureurs, Olivier Moustakakis, comment finalement mieux prévenir pour moins rembourser au final? Le rôle de la prévention est juste fondamental, puisqu'en plus on se dirige dans les années qui viennent vers l'aggravation de ce genre de phénomène et une fréquence accrue. Donc qui dit fréquence accrue dit coût accru, donc à un moment donné, il va forcément y avoir une inflation des cotisations d'assurance, et en effet à un moment donné, plus personne ne va pouvoir s'assurer décemment pour couvrir son exploitation et son outil de travail. Donc la prévention est juste essentielle. Pour revenir sur ce que disait Monsieur le ministre, qui se trompe de manière catégorique, puisque l'assurance grêle, sauf erreur de ma part, existe depuis à peu près plus d'un siècle. 140 ans. Voilà, 140 ou 150 ans. Ça existe, mais est-ce que c'est en pratique quelque chose d'abordable pour les agriculteurs ? L'assurance grêle reste quelque chose agriculteurs d'abordable. Le vrai sujet aujourd'hui, c'est en gros la couverture des éléments non assurables. D'accord ? Donc typiquement, une maladie qui va subvenir suite à une inondation, etc., mais qui cause des dégâts colossaux, puisqu'après il n'y a plus d'exploitation possible pendant des années, etc. Donc pour ça, il y a un dispositif qui a été mis en place, qui est le dispositif de calamité agricole, d'accord, qui est peu ou prou un dispositif assez similaire à la notion de catastrophe naturelle. C'est-à-dire qu'il faut un arrêté ministériel qui déclare la zone en calamité agricole. Et là, il y a tout un système d'indemnisation et de barème d'indemnisation, alors qui n'est pas parfait, qui est forfaitaire, qui dépend un peu de la zone qui est considérée, etc., qui peut justement essayer de prendre le relais pour justement couvrir des éléments qui n'étaient pas assurables. Mais la prévention, c'est le seul, je pense, moyen viable. André Bernard. Sur les calamités agricoles, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a plusieurs filières qui ne sont plus éligibles au Fonds national de calamités agricoles, que sont les grandes cultures, que sont la viticulture et les prairies sont en train d'y arriver. Et le coût de l'indemnisation aux agriculteurs est calculé suivant des règles très complexes. Et nous accompagnons les agriculteurs pour aller vers la résilience par rapport à la culture du risque, la résilience par rapport au risque. Et qu'est-ce qu'on encourage les agriculteurs à aller vers des différentes filières sur les exploitations. Le problème, c'est qu'après, le seuil de déclenchement fait que si vous avez moins de 30% de pertes sur une culture, vous ne déclenchez pas. Et si vous n'avez pas l'ensemble des cultures sinistrées, plus de 13% ou 14% de pertes, vous n'êtes pas éligible. C'est une complexité c'est très compliqué à gérer. N'empêche qu'on arrive quand même, et cette année, je dirais, l'année 2018 et 2019, l'État va intervenir sur un grand nombre d'exploitations liées aux excès d'eau et liées à la sécheresse, quoi. Donc il y a des mécaniques qui... Non, mais clairement, le système est imparfait. C'est d'ailleurs pour ça, aujourd'hui, qu'il n'y a que 30% des agriculteurs qui ont souscrit le risque climatique. Donc, Didier Rambaud. Tout simplement, j'ai envie de dire, il faut que maintenant l'appel du ministre soit entendu. Il faut qu'on se mette autour de la table. Les assureurs, les organisations professionnelles et le législateur. Parce qu'on a des informations un petit peu diverses, on n'est pas tous à jour. Et vraiment, ça devient une urgence pour changer de ce système assurantiel dans l'agriculture. André Bernard, vous avez parlé de prévention. Est-ce qu'il ne faut pas de l'adaptation aussi? Peut-être utiliser moins d'eau, mieux, pour faire toujours autant avec un peu moins d'eau? Ce chapitre-là, si vous voulez qu'on le développe, on va le développer, on risque d'y passer du temps. Mais effectivement, on expérimente et on développe aujourd'hui des pratiques moins utilisatrices d'eau, moins utilisatrices d'intrants, des cépages résistants aux maladies. Parce que tout ça, ça fait partie des travaux. Mais ça prend du temps et on le fait. C'est une adaptation qui n'est pas nouvelle en agriculture. C'est pas nouveau, mais ça s'accélère. Je veux dire, aujourd'hui, nous, personnellement, on vient de planter des vignes avec un système de paillage végétal au sol qui absorbe très peu d'eau
pour plus avoir à désherber le pied et ne passer que le broyeur dans les interrangs, avec une couverture dessus photovoltaïque pour limiter l'évapotranspiration, se protéger de la grêle, des cépages résistants. Voilà, je veux dire, bon, ça, mais c'est 20 ans de travaux pour arriver à une préconisation. Et ça a un coût. Voilà. Mais bon, je crois que le monde... Vu le risque, cet investissement est nécessaire. Mais il est indispensable, si on veut que l'agriculture française continue d'assumer sa mission fondamentale, c'est d'assumer une alimentation correcte et saine à un plus juste prix aux consommateurs. Mais je dis bien plus juste prix, mais le juste prix rémunération aux agriculteurs, parce que sinon on n'y arrivera pas. On l'a évoqué, il y a une mission d'information au Sénat sur les risques climatiques et leur indemnisation. Et nos équipes ont pu suivre leurs travaux lors d'un déplacement dans l'Aude, département récemment frappé par des inondations. L'occasion pour les sénateurs de voir sur le terrain les problèmes liés à ces intempéries. Reportage d'Héloïse Grégoire. 14 octobre dernier, l'Aude est touchée en plein cœur par des inondations. Le bilan est lourd, 15 morts au total et 99 blessés. La mission sénatoriale se rend aujourd'hui sur place à Trèbes à la rencontre de Sylvie, victime de la catastrophe. Oh non, bonjour madame. 8 mois après, tout est encore très présent dans son esprit. Le soir de l'inondation, la hauteur des eaux atteint 2,30 m sur la façade de sa maison. Dans son jardin, il y a même des traces d'hydrocarbures. Un de ses voisins en possédait. Le liquide s'est répandu un peu partout. Cette personne, il n'avait pas vidé ses cuves de vidange depuis pas mal de temps. Et bon, malheureusement, bon, ça a pollué tout ce coin. La zone où habite Sylvie est considérée comme dangereuse par la préfecture. Elle doit donc déménager. Mais en même temps, le traumatisme que vous avez vécu par l'aléa lui-même, voilà, l'intensité et tout ça, est-ce que ça, c'est pas quelque chose qui vous empêche de rester vivre là? Non, malgré tout, non, malgré je pense tout, pas. Non, malgré tout, vous pourriez rester. Oui, je pourrais vous rester pas parce la crainte que ça recommence. Non, parce qu'encore, je crois que je ne l'ai pas intégré. Après Sylvie, la mission sénatoriale rencontre 7 maires réunis pour l'occasion à Trèbes. Bonjour, Maryse Carrère, sénatrice des Hautes-Pyrénées. Ils témoignent devant les sénateurs des difficultés qu'ils ont pu rencontrer la nuit du 14 octobre. Une odeur pestilentielle, parce que là, ça redescend tous les humus de la montagne, donc c'est une odeur de mort qui circule. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Là, on se dit, qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait? Donc je reviens, j'arrive au bas du village, la maison était inondée. Je tape à la porte parce que je ne savais pas si le monsieur était là, et puis je découvre qu'il a été blessé. On est là pour d'abord les écouter, et là on l'a vu ici à Trèbes, il n'y a pas eu d'information, le préfet nous l'a confirmé d'ailleurs ce matin, suffisamment précoce pour qu'il y ait un certain nombre de dispositifs de mise en place. 8 mois après, se pose également la question de l'indemnisation des victimes. Dans le département, un dossier sur 5 n'est pas encore résolu. Les difficultés sont bien souvent liées aux expertises. Des expertises qui, lorsqu'il y a des catastrophes comme ça, on envoie des experts qui sont commis et qui n'ont peut-être pas donc, les qualifications, les formations adaptées vraiment aux situations. La mission sénatoriale a prévu de rendre ses conclusions à la fin du mois. Olivier Moustakakis, on l'a vu, des épisodes terribles d'inondation avec forcément un coût pour les assureurs et donc pour ceux qui s'assurent, les particuliers. La Fédération française de l'assurance a fait une étude sur les 25 prochaines années. Le coût va doubler par rapport aux 25 années précédentes. Il va falloir finalement cotiser davantage. Alors maintenant, il y a des fonds de garantie qui sont mis en place, mais qui sont la résultante de taxes que paye tout un chacun sur son contrat. Que ce soit contrat automobile, habitation, à partir du moment où il y a une couverture dommage qui est mise en place sur un contrat d'assurance. Je reviens sur ce que disait monsieur, parce que je pense que c'est vraiment fondamental, parce que dans l'absolu, un assureur peut, entre guillemets, tout assurer. C'est une question de coût et de statistiques et de calcul pour lui de la chose assurable. D'accord ? Le vrai sujet et la prévention, je pense, est juste fondamental dans ce type d'événement. On a laissé pendant des décennies et des décennies, parce que les plans de prévention sont quand même quelque chose qui est assez récent, des décennies construire et faire construire des maisons, des habitations, etc., dans des zones complètement inondables, etc., qui aujourd'hui, du jour au lendemain, dès qu'il y a un événement, se retrouvent ravagées. Donc, la prévention aurait eu un vrai rôle, justement, de ne pas construire et faire construire des habitations ou faire vivre des gens dans des zones inondables qui, aujourd'hui, maintenant, sont déclarées non constructibles. Et je pense qu'au niveau agricole, il y a un peu cette même logique, où la prévention doit jouer un rôle fondamental, parce qu'à partir d'un certain moment,
on ne trouvera plus d'assureurs et puis personne ne pourra s'assurer à un coût qui est prohibitif pour couvrir un risque. Didier Rambaud, c'est aux élus sur le territoire de finalement redéfinir cette carte des risques, inondations. C'est clair, il ne faut pas avoir peur. Hein. Je pense qu'il faut faire preuve de courage. On sait très bien dans le passé comment des fois certains élus locaux cédaient à la pression de quelques propriétaires fonciers. Le législateur vient d'y remédier. Je vous rappelle qu'il y a une loi Elan qui a été votée il y a quelques mois à peine et qui justement maintenant préconise un certain nombre de recommandations et éviter de construire dans des zones à risque. Avec parfois quelques contradictions, il y a la possibilité notamment de construire dans les fameuses dents creuses sur le littoral qui peut être grignotée et finalement ça, les parlementaires l'ont voté. Donc est-ce qu'on ne prend pas un risque parfois ? Les dents creuses, ça dépend. Si elles ne sont pas dans des zones à risque, c'est possible. Moi, je suis pour plutôt densifier plutôt que d'étaler. Hein. Donc, c'est plutôt une bonne mesure. Après, si cette dent creuse est dans une zone à risque, effectivement, c'est pas possible. Mais c'est plutôt une bonne décision. Alain Bernard, rien que la sécheresse coûterait 8 milliards d'euros sur les 25 prochaines années. Ça va être un défi. On est en pleine canicule, 58 départements en vigilance orange. Ça va être le défi des prochaines années. C'est le défi le plus récurrent, c'est celui qui touche le plus grand espace chaque année. On l'a bien vu l'année dernière, en 60 et quelques départements. Hein. Ça coûte 3 milliards l'année dernière aux agriculteurs. La perte de foin, ou la perte d'alimentation pour les animaux, obligés d'aller acheter du fourrage en Espagne, c'est quand même un peu hallucinant. Hein. Des agriculteurs qui n'ont pas d'eau pour abreuver leurs animaux, alors qu'au printemps, on a eu un excès d'eau. Si on avait pu remplir un peu les ponts et je le gardais, au mois d'août, au mois de juillet ou au mois de septembre, il n'y aurait pas eu ce problème-là. Donc effectivement, nous, on milite pour qu'il y ait cette prise de conscience, comme on le voit sur l'habitat. L'habitat, effectivement, on a, pendant quelques décennies, fait un peu tout et n'importe quoi, laissé construire. Je viens d'un département qui a connu les événements Vaison-la-Romaine, c'est chez moi, 92. Quand on passait là-bas et qu'on voyait ces maisons, on dit, mais si un jour il y a un coup d'ouvèze, un coup d'aigle, ça partira. Et c'est malheureusement arrivé. Donc effectivement, il faut qu'on prenne conscience qu'on ne fait pas tout n'importe quoi, n'importe comment. Et c'est malheureusement quand il y a des événements comme ça que l'on se rend compte que 2002-2003, la vallée du Rhône, on était inondée, on nous a dit qu'il faut dégager tout le monde. On a travaillé avec les collectivités, avec l'État, avec la CNR, avec l'Agence de l'eau, avec l'Europe. On a permis des aménagements sur le bord du Rhône aux agriculteurs pour réduire la vulnérabilité en cas d'inondation. Ce qui fait que s'il y a 3 mètres d'eau demain, parce que nos anciens vivaient avec ça, il faut qu'on sache s'adapter aussi. Hein, parce qu'il faut aussi que l'agriculture garde sa capacité de production. Moi, je voulais quand même dire, par rapport à l'Aude, j'ai eu mes collègues de l'Aude ce matin pour préparer un peu cette émission après-midi. Et la Chambre d'agriculture, pendant 4 mois, a mis 70% de son effectif pour accompagner les agriculteurs, pour monter leur dossier. C'est trop long ? C'est surtout qu'on a mis 60... Ils ont mis 50 personnes pendant 4 mois pour aider les agriculteurs à monter le dossier, pour qu'ils soient payés. Effectivement, aujourd'hui, ils sont payés. Parce que l'État, même s'il avait décidé, vu la diminution du nombre de fonctionnaires sur le territoire, ne pouvait pas. Et là, c'est les chambres d'agriculture qui ont assumé ce rôle-là. Didier Rambaud, la législation, elle date de 1982. Il faut déclarer l'état de catastrophe naturelle. Il faut revoir un peu tout ça. Il faut la simplifier, beaucoup plus rapide. Il faut simplifier aussi le régime des franchises, développer la culture de la prévention. Voilà ce qu'on a maintenant devant nous en urgence. Et je suis très heureux que le ministre de l'Agriculture, de manière très véhémente, la semaine dernière, aux questions d'actualité du Sénat, ait répondu en ce sens-là. Et maintenant, mettons-nous au travail. Olivier Moustakakis, sur l'aspect trop de délais pour les assureurs, pour finalement compenser les agriculteurs, mais aussi les particuliers. Alors, sans prendre du tout la défense des assureurs, parce que moi je ne suis pas assureur, on est comparateur d'assurance, il y a toute une batterie de mesures et de procédures qui sont en effet un peu lourdes. Et puis surtout, suivant la nature du sinistre, quand il y a des inondations, alors il y a des fonds qui sont débloqués immédiatement s'il y a une catastrophe naturelle, etc. Donc il y a des règlements et des législations qui ont été mises en place pour immédiatement débloquer une partie des fonds pour pouvoir indemniser une partie du montant à l'assuré. Le vrai sujet, c'est que quand il y a une inondation, il faut malheureusement attendre que tout soit sec pour pouvoir mesurer l'état réel des dégâts et pouvoir indemniser. Donc ça, malheureusement, il y a un temps de séchage qui peut prendre en effet plusieurs mois avant que le sinistre soit réglé dans sa totalité. Ma question s'adresse à Madame la ministre des Solidarités et de la Santé. Cette semaine, un épisode caniculaire intense et précoce s'abat sur l'Hexagone avec des températures supérieures à 40 degrés et des ressentis encore plus élevés. Certes, des leçons ont été tirées du tragique été 2003.
Aujourd'hui, l'ensemble des ministères et des administrations se sentent concernés et ont déjà pris des mesures de prévention, qu'il s'agisse du report des épreuves du brevet, des préconisations aux entreprises, notamment dans le BTP, ou encore du recours facilité à la circulation différenciée en cas de pollution. Pour autant, Madame la Ministre, à l'échelle de toute une population, les réflexes individuels et collectifs en matière de prévention ne sont pas encore automatisés, même ici dans l'hémicycle où la cravate reste de mise pour mes collègues masculins. Aussi, Madame la Ministre, pourriez-vous nous détailler les principaux éléments du plan canicule déclenché cette semaine en matière de prévention et notamment les publics spécifiquement ciblés par les messages de prévention, mais également les mesures de mobilisation des services de santé en cas d'afflux dans les hôpitaux et dans les secteurs dans l'aide à la personne. Comment la cellule de veille est-elle déclinée? Pour vous répondre, la parole est à Madame la ministre des Solidarités et de la Santé. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Schillinger. Effectivement, comme chaque été maintenant, je réunis au ministère en début d'été, dès le mois de juin, l'ensemble des ministères concernés pour être certain que le plan canicule est en capacité à être déployé. Il y a 10 jours, j'ai donc constitué ce groupe de travail au ministère pour vérifier que l'ensemble des consignes étaient connues de tous. Et dès que la canicule, dès que la vigilance orange a été déclenchée sur le territoire cette semaine, nous avons pu mettre en œuvre toutes les consignes sur les différents lieux de vie. Les lieux de vie, ce sont évidemment les entreprises avec des consignes pour le BTP et les services de restauration, où nous souhaitons des horaires aménagés, des lieux de rafraîchissement. Nous favorisons également le télétravail. C'est également les lieux de vie des enfants, que ce soit dans les crèches, qui disposent de consignes adaptées, mais également l'éducation nationale. Jean-Michel Blanquer a fait passer toutes les consignes aux professeurs des écoles, mais également aux collèges et aux lycées pour prendre soin des jeunes et éviter qu'ils ne soient exposés à la chaleur dans la journée. Ce sont également les lieux de sport. La ministre des Sports a fait passer des consignes à toutes les associations sportives. Nous travaillons avec toutes les associations de lutte contre la précarité pour augmenter le nombre des maraudes et augmenter les plages d'ouverture des centres d'hébergement de jour. Le ministre Julien Denormandie a également fait créer des places d'accueil de nuit pour permettre aux personnes de se rafraîchir dans la nuit, plusieurs centaines en région parisienne et à Lyon. Enfin, les établissements médico-sociaux sont évidemment informés. Les plans bleus dans les EHPAD existent depuis 2003. Toutes les consignes sont très bien connues des personnels et nous suivons chaque jour, via les agences régionales de santé, les hôpitaux qui seraient en tension de façon à pouvoir les accompagner. Pour l'instant, nous n'avons pas de signal d'alerte venant des établissements de santé. Je vous remercie. Merci Madame Schillinger. Je remercie la ministre pour ces précisions, mais je pense en mon nom et au nom de mes collègues, on peut avoir une pensée pour nos sapeurs-pompiers, toutes nos forces de l'ordre qui sont vraiment en plein dans la canicule, mais aussi tous les maires et tous les adjoints qui sont spécialisés dans ce domaine-là. Ma question s'adresse à Madame la ministre du Travail. Madame la ministre, ce jour, les partenaires sociaux organisent sur la réforme de l'assurance chômage plusieurs mouvements de contestation. On peut penser les uns les autres ce qu'on veut du paritarisme. Nous sommes convaincus de son utilité. Nonobstant les positions des uns et des autres, nous partageons en tout cas le fait que des Français dans la rue, des syndicats décrédibilisés, ce n'est bon ni pour la paix républicaine, ni pour l'image de la France. Vous avez fait le choix, Madame la ministre, de passer en force sur la réforme de l'assurance chômage. Vous motivez entre autres vos positions sur 2 faits. 1, les partenaires sociaux n'ont pas su se mettre d'accord. 2, un scénario alarmiste, et je vous cite, « Si on ne fait pas d'économie, dans 10 ans, on n'aura plus de quoi indemniser les chauffeurs ». Mes questions sont donc les chômeurs. Mes questions sont donc les suivantes. Me confirmez-vous, Madame la ministre, qu'un accord avait été trouvé par les partenaires sociaux le 28 mars 2017, qu'il portait déjà sur le déficit de l'assurance chômage et sur les contrats courts, que ces négociations se sont certes
déroulé sous un autre gouvernement, mais dans lequel figurait le ministre Emmanuel Macron, et que vous n'avez pas laissé sa chance à cet accord. Me confirmez-vous qu'un accord avait été trouvé le 22 février 2018 sous votre mandature, qu'il portait également sur les contrats courts, sur la gestion de la dette, et que vous avez balayé les propositions des partenaires sociaux? Enfin, me confirmez-vous que le scénario alarmiste que vous évoquez, lié à la dette de l'assurance chômage, n'est pas réaliste, et que les prévisions de l'UNEDIC prévoyaient un retour à l'équilibre du dispositif au deuxième semestre 2020? Pour vous répondre, la parole est à Madame la ministre du Travail. Madame Pénicaud, vous avez la parole. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Frédérique Puissat, nous ne sommes d'accord que sur votre première phrase, l'importance du paritarisme et l'importance du dialogue social. Mais je vous rappelle les faits. Nous avons, dans la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel, précisé les conditions du rôle des partenaires sociaux sur l'assurance chômage et notamment appelé à une négociation. Au mois de septembre dernier, nous sommes concertés avec les partenaires sociaux sous l'égide du Premier ministre pour définir les lettres de cadrage qui leur a été envoyées. Ensuite, ils ont eu 4 mois pour négocier. Ils ont demandé un 5e mois que le Premier ministre leur a accordé. Au bout de 5 mois, ils ont constaté qu'ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord. Nous sommes juste dans le respect de la loi, Madame la sénatrice. La loi prévoit que si les partenaires sociaux ne définissent pas les règles de l'assurance chômage, c'est à l'État de prendre ses responsabilités. Nous prenons donc nos responsabilités. Alors, depuis le mois de février, nous aurions déjà pu prendre le décret. Nous ne l'avons pas pris tout de suite parce que nous avons continué des discussions et il y a certains éléments que nous reprenons dans la réforme qui sera publiée par décret conformément à la loi. En ce qui concerne les questions plus précises que vous avez posées, pourquoi on fait cette réforme? La première raison, c'est le taux de précarité qui a explosé dans notre pays. 9 embauches sur 10 sont des contrats extrêmement courts. La deuxième chose, c'est que nous avons fait des grands progrès en matière de retour à l'emploi, mais nous devons aller plus loin. Nous voulons aller plus loin que les 8,7% de taux de chômage, même si c'est 1% de moins que lorsque nous sommes arrivés. Et nous pensons que nous pouvons aller plus loin. Et pour ça, les efforts de formation, les efforts d'assurance chômage sont importants. En ce qui concerne la dette, j'ai été très précise. Il y a aujourd'hui 35 milliards d'euros de dette garantie par l'État. S'il y avait une crise dans 10 ans, c'est ce que j'ai dit. S'il y avait une crise, comment on pourrait redégager des marges de manœuvre importantes alors qu'il y a déjà 35 milliards de dettes? Nous ne devons pas laisser la dette de l'assurance chômage non plus à la génération suivante pour pouvoir protéger les chômeurs de demain. Enfin, l'enjeu de la formation, et là je compte sur les régions. Aujourd'hui, il y a des régions qui baissent la formation des chômeurs, qui baissent la formation des apprentis, et ça, nous devons ensemble veiller à l'intérêt général de tous. Madame Puissat. Merci Madame la Ministre. Réformer un dispositif, réformer la France, dans cet hémicycle, personne ne le conteste. Vous avez fait le choix de passer en force, vous avez pris un certain nombre de décisions. Une partie de l'hémicycle peut y être favorable, une autre peut y être défavorable. Nous ne serons pas associés à ces négociations, pas plus que le paritarisme le sera sur cette deuxième réforme de l'assurance chômage. Et je tiens simplement à dire que ce passage en force appuie sur 2 postulats faux. Les partenaires sociaux se sont mis d'accord à 2 reprises sur les enjeux que vous leur aviez posés, à 2 reprises 2017-2018. Et de surcroît, vos chiffres alarmants n'auront qu'un seul objectif, diviser la France, diviser les Français. Nous on retourne salle des conférences pour une réaction avec vous, Tam Tranui. À vos côtés, c'est Elisabeth Borne, justement, la ministre des Transports. Oui, Elisabeth Borne, tout d'abord, votre réaction au fait que le tribunal administratif aujourd'hui ait condamné l'État pour faute, pour une action insuffisante en Ile-de-France dans la lutte contre la pollution de l'air, et cela entre 2012 et 2016. Alors moi, je ne vais pas commenter une décision de justice, mais on est bien conscient, le gouvernement est bien conscient de la nécessité de faire plus. Il y a aussi des injonctions européennes vers la France sur la lutte contre la pollution de l'air. Qu'à l'été 2017, on avait annoncé avec Nicolas Hulot à l'époque qu'on souhaitait mettre en place des zones à faible émission, c'est-à-dire non pas agir simplement en cas de pic de pollution, mais agir dans la durée avec des mesures de fond. Et donc vous savez qu'aujourd'hui on travaille avec 23 territoires qui se sont engagés à mettre en place ces zones à faible émission, qui sont la bonne réponse pour agir de façon structurelle en restreignant la circulation aux véhicules les plus propres. Ce matin déjà, eh bien, vous avez annoncé un certain nombre de mesures pour lutter contre la pollution de l'air concernant à la fois la circulation différenciée puis aussi l'exclusion des véhicules qui ont la vignette critère 3 en pic de pollution. Est-ce que c'est à même de répondre aux enjeux? D'ailleurs, eh bien, demain, eh bien, on va rentrer déjà dans ce processus. Donc moi je vous dis, d'une part on agit sur le fond, sur la pollution toute l'année, et puis on agit au moment des pics avec des procédures
plus rapide et donc plus efficace. Donc désormais, quand on sera en procédure d'alerte, c'est-à-dire quand le seuil d'alerte ou le seuil d'information pendant 2 jours est dépassé, on va systématiquement mettre en place cette circulation différenciée. Donc c'est ce qui va se mettre en place demain. C'est fini de se renvoyer la balle entre la maire de Paris, par exemple, et puis... C'est bien ça l'idée, c'est que ce soit plus rapide et donc plus efficace. Et par ailleurs, on va effectivement restreindre la circulation aux véhicules critères 0, 1 et 2. Donc ça veut dire que c'est 1/3 des véhicules qui ne pourront pas circuler, mais c'est ceux qui génèrent les 2/3 de la pollution. Donc là encore, c'est, je vous dis, plus rapide et puis plus efficace. Est-ce que dans ce contexte, c'est un mauvais signal qui est envoyé de réfléchir à classer les véhicules diesel nouvelle génération en critère 1 Certains jugent qu'il y a un combat entre Bercy, la sauvegarde des emplois liés à cette industrie, et d'autre part le combat écologique. En fait, il ne faut pas qu'il y ait des positions idéologiques sur ce sujet. Vous savez que ce qui est engagé en lien entre le ministère de la Transition écologique et le ministère de l'Économie, c'est une étude pour regarder objectivement ce que sont les pollutions liées à ces véhicules. Et l'objectif, c'est pas de combattre telle ou telle technologie, c'est de s'assurer qu'on a des véhicules de plus en plus propres. Et c'est bien le combat, c'est aussi ce qui est porté par la loi mobilité, où on va aller vers des véhicules de plus en plus, qui émettent de moins en moins de gaz à effet de serre et qui polluent de moins en moins. Eh bien, merci beaucoup Elisabeth Borne d'avoir répondu à mes questions. Adja Idrissa Ba, présidente du Parlement des enfants de Guinée, a fait du combat contre les mariages précoces et les mutilations génitales des filles les symboles de son engagement. Vous le voyez sur ces images, elle était invitée aujourd'hui par les sénateurs communistes pour parler de son combat. Écoutez les réactions de la sénatrice Laurence Cohen et de Pierre Laurent, réactions recueillies par Marvin Gugliel-Minetti. Je crois qu'on a pris conscience, alors qu'on était très en retard, de l'ampleur du phénomène de l'excision, des mutilations sexuelles, des mariages forcés, des viols sur mineurs. On a maintenant la conscience de l'ampleur de ces crimes. Mais l'action n'est pas au rendez-vous, les moyens ne sont pas au rendez-vous, le soutien à ceux qui sont engagés dans ce combat ne sont pas à la hauteur. Et l'appel que lance Adja Idrissa Ba, c'est nous, jeunes femmes qui en Afrique menons ce combat, donnez-nous les moyens de gagner ce combat. Non seulement, effectivement, on asservit les femmes, parce que c'est pour asservir les femmes, mais ça a des conséquences extrêmement graves sur le plan psychologique et sur le plan de la santé de ces femmes. Donc il faut éduquer, il faut informer et il faut créer les conditions pour que les jeunes filles ne subissent plus ces violences, qu'elles ne subissent plus les mariages forcés. Et donc il faut aussi des structures d'accompagnement. Donc il faut que tout le monde se mobilise. Et Adja Idrissa Ba est notre invité. Le face-à-face, c'est tout de suite. Bonsoir Adja Idrissa Ba, merci d'avoir accepté l'invitation de Public Sénat. Les mariages précoces, les viols conjugaux, les mutilations génitales, toutes ces thématiques très lourdes, c'est finalement votre combat depuis l'âge de 13 ans. C'était quand vous avez été élu au Parlement des enfants guinéens. Est-ce que vous pouvez nous raconter d'où vient votre engagement ? Effectivement, nous sommes et nous restons engagés pour la défense des droits des enfants et spécifiquement ceux des jeunes filles. Alors, d'où vient cet engagement? Lorsqu'on voit les statistiques, c'est vraiment effrayant. Lorsqu'on dit que 97% des jeunes filles sont excisées ou que 52% des jeunes filles sont données en mariage avant l'âge de 18 ans, cela ça nous indigne davantage et ça nous engage et ça nous excite à aller sur le terrain, à mener le combat. Donc la passion de cette jeune fille que vous voyez devant vous émane de ces statistiques-là, mais aussi j'ai été victime des mutilations génitales féminines. Ça me rébelle et ça me met vraiment sur mes nerfs lorsque j'y pense. Et je vois encore des milliers de filles qui continuent à être mutilées. Donc il est vraiment très urgent que nous mettions sur le terrain afin de reprendre et de réclamer nos droits. Et ça, c'est pas une autre personne qui doit le faire à notre place. C'est nous les jeunes filles qui sommes victimes, c'est nous les jeunes filles qui sommes toujours marginalisées, qui sont mises de côté. Il faudrait qu'on nous donne la parole et c'est ce qui est en train d'être fait aujourd'hui en République de Guinée, un autre pays qui fait partie des milliers d'ailleurs. Car des lois existent justement en Guinée pour protéger les enfants, qui condamnent, qui pénalisent justement les mariages précoces ou les excisions, mais la tradition est parfois encore plus forte.
Fort malheureusement, malgré tous ces efforts qui sont fournis par notre État, en ratifiant des conventions et en votant des lois, les lois ne sont pas du tout respectées. Donc les jeunes filles ne sont pas du tout sous la protection de ces lois, malgré leur existence. Donc parce qu'elles ne savent pas qu'elles ont des droits, elles ne savent pas que les lois existent. Donc il faudrait effectivement mener des actions de vulgarisation de ces lois en langue nationale auprès des mamans et mettre la pression. C'est ce que vous faites d'ailleurs, les actions oui, de sensibilisation sur le terrain. Très concrètement, comment ça se passe? Effectivement, c'est pas du tout facile parce qu'on le fait en langue locale et on informe la communauté, les jeunes filles, les parents, tout le monde à tous les niveaux sur l'existence de ces lois. Elles sont là, ben écoutez, nous on savait pas que cela existait, on le faisait parce que la religion le dit, on le faisait parce que c'est une tradition, on est venu, on a trouvé cela, donc il fallait vraiment continuer à pratiquer les mutilations et les mariages d'enfants sous une forme coutumière. Donc cela les étonne à un moment, mais à d'autres moments aussi, certains refusent carrément de comprendre que la loi existe parce qu'ils savent que on est dans un pays où la loi n'est pas du tout considérée, même si on passe, c'est que des discours, mais ça ne sera pas du tout appliqué. Donc ça ne se passe pas toujours très bien pour vous, parce qu'on vous surnomme d'ailleurs la briseuse de mariage. Parfois, vous êtes pris en otage, enfermé, quand vous faites des actions justement pour empêcher un mariage précoce? Oui, absolument. Nos discours ne peuvent pas plaire à tout le monde parce que certains sentent leur intérêt menacé lorsqu'ils prévoient épouser une petite fille de 13 ans et qu'ils voient des jeunes filles qui sortent pour empêcher ces cas de mariage-là. On est intimidé, on est menacé, mais cela ne nous empêchera pas de continuer le combat parce que nous sommes engagés et nous sommes motivés vraiment à aller jusqu'au bout du combat. Il faut qu'il y ait des jeunes filles comme nous sur le terrain. Il faut qu'il y ait des jeunes filles qui apportent une innovation et un changement positif. C'est pas pour des moyens, on le fait parce qu'on le fait volontairement et bénévolement. Il faut se dire la vérité, c'est un combat qui vient d'une conviction, qui vient d'une passion et c'est un combat noble qu'on est en train de mener parce qu'on ne peut pas parler de développement sans parler de cette couche vulnérable qui sont les jeunes filles, qui sont les jeunes filles et que nous sommes. Donc à ce moment-là, si on est vraiment réduite, on est mutilé, on est marié de force, on est violé et après nos rêves sont brisés, on ne peut plus devenir les femmes que nous voulons être demain. Ça a des conséquences psychologiques justement, ces mariages précoces, ces mutilations génitales, ça empêche, c'est un obstacle à l'émancipation des femmes selon vous? Absolument oui. Lorsqu'on prend aujourd'hui les femmes qui ont du mal à être épanouies, c'est parce que tout simplement, pendant qu'elles étaient très jeunes, on leur a donné en force un mariage, où de l'autre côté, elles ont été victimes de mutilations génitales. Elles vivent avec tout ce traumatisme-là, pensant que bon, c'est parce qu'elles sont destinées à vivre cela, c'est normal, ne sachant pas réellement qu'elles avaient des droits. Mais après, lorsqu'on prend les mutilations génitales, imaginez-vous, une femme aujourd'hui enceinte, elle part à l'hôpital pour accoucher, elle est vraiment excisée, elle n'arrive pas du tout à mettre au monde un enfant, c'est pas du tout facile. Ils sont, excusez-moi du terme, ils sont obligés de déchirer après son appareil génital féminin pour permettre à l'enfant de vivre. Et après, les deux côtés, elle part au sel comme, elle part pas au sel comme les autres humains normaux. Elle le fait lorsqu'elle est assise, tout sort en même temps. Sur la santé des femmes. C'est vraiment la santé des femmes. Et après, l'odeur, elle est vraiment rejetée par la communauté. Elle finit par divorcer avec son mari et c'est elle qui devient maintenant une prostituée dans la communauté et dire que c'est une femme prostituée alors qu'ils ne savent pas réellement la cause de toutes ces conséquences-là. Tout ça émane de la pratique des mutilations génitales féminines ou du mariage forcé et précoce qui sont d'ailleurs, ces femmes, ce sont les plus victimes de, je dirais, des viols conjugaux parce que lorsqu'elles sont forcées, elles n'aiment pas cet homme-là. Chaque matin, elles sont obligées de regarder le même homme alors qu'il n'est... C'est ce message que vous êtes venu porter justement auprès des sénateurs, envoyer les sénateurs communistes qui vous ont reçus aujourd'hui. C'est ce message que vous venez porter en France? Effectivement, parce qu'il faudrait que les autorités internationales sachent réellement ce qui se fait dans les autres pays et le combat que nous sommes en train de mener. Donc il était nécessaire d'avoir un échange particulier avec les sénateurs, avec les ONG, les structures, les syndicalistes qui évoluent dans ce domaine-là et qui nous soutiennent. Donc partager l'expérience de la Guinée, du combat de la Guinée auprès de ces autorités et voir ensemble dans quel cadre est-ce qu'on peut vraiment évoluer et nous consolider le combat ensemble parce que seul on ne peut pas réussir ce combat. Quand on voit les jeunes françaises ou bien les jeunes guinéennes vivant ici en France, elles sont sous menace, elles vivent ici sous menace parce qu'en Afrique on les réclame, venez, il faut qu'on vous excise, il faut qu'on vous marie précocement, il faut faire ceci. Après, ils ont vraiment pendant les peur vacances d'y aller. aussi. C'est pendant les vacances que ça se fait. C'est
c'est pour cette raison, ces derniers jours, on sait vraiment, parce que on est pendant la période des vacances, c'est maintenant qu'on nous promet des vacances joyeuses, des vacances où on va profiter de tout, mais après ils vont vraiment profiter de nous et de notre innocence pour pratiquer cela sur nous, mutiler les filles dans les régions, dans les villages, et ça se fait. Vous êtes aussi la présidente du Parlement des enfants, vous n'avez que 19 ans, quel est le rôle de ce Parlement? Très bien, alors le rôle du Parlement aujourd'hui, c'est de porter la voix des sans-voix de tous les enfants guinéens. Donc c'est une institution aujourd'hui qui est, en fait, c'est vraiment qui est à l'image de l'Assemblée nationale. Donc cette institution-là a pour rôle de travailler avec le Code de l'enfant. En fait, on a un Code de l'enfant de la même manière qu'il y a le Code civil. Donc il y a des articles dedans, on défend les droits des enfants, on lutte contre la mendicité des enfants dans les rues. Donc vraiment, c'est de faire des plaidoyers, porter des plaidoyers auprès des autorités, parce que là, les portes sont largement ouvertes pour nous, les parlementaires, et pour les députés. D'ailleurs, on nous appelle des honorables. Lorsqu'on est avec l'Assemblée nationale, les grands, les seniors, c'est vraiment nos homologues. À ce niveau-là, franchement, c'est une grosse institution gouvernementale qui essaye de fournir. Quand on vous entend, beaucoup sont impressionnés par votre conviction, votre force de conviction, votre talent oratoire. Vous êtes déjà, je le disais, présidente du Parlement des enfants. Vous voyez un avenir en politique dans votre pays? Eh bien, c'est possible, parce qu'aujourd'hui, tout est politique à tous les niveaux. Même le combat qu'on est en train de mener, il faudrait qu'on ait la capacité et l'expérience qu'il faut afin de discuter politique. Et donc, dans les années prochaines, s'il faudrait mener un combat pour l'égalité ou l'équité entre les hommes et les femmes en Guinée, parce que c'est bien possible que ça vienne. Et là, il faudrait qu'il y ait des femmes dans les instances de prise de décision. Et donc, pour le moment, je m'inscris dans le domaine des droits, du droit, pardon. Je veux faire le droit pour être avocate et défendre les droits des femmes et des jeunes filles. Et après, à la longue, on a une ambition politique, parce qu'il faut montrer que la femme est vraiment capable. Et il faut qu'on ait confiance en nous. On est aussi intelligente que les hommes. On a aussi l'énergie qu'il faut pour vraiment aboutir à tous les niveaux, dans le domaine politique, dans le domaine social, économique. Partout, si on arrive à gérer une famille, on peut gérer une communauté, on peut gérer tout un pays et toute une nation. Merci beaucoup d'être venu en parler avec autant de passion. Merci à vous. En France, 25 000 ponts ont un problème de sécurité. C'est le constat des sénateurs. Après l'effondrement meurtrier du viaduc Morandi à Gênes, ils se sont lancés dans une expertise inédite de ces infrastructures. Faute d'investissement et d'entretien, elles sont dans un état critique et ils réclament un plan Marshall. Samia Déchir. 200 000, 250 000, combien la France compte-t-elle précisément de ponts routiers? Impossible à dire, faute de recensement. Mais ce que l'on sait, c'est que plus de 25 000 d'entre eux sont dangereux, dont certains présentent des risques d'effondrement. C'est l'estimation de la mission d'information sénatoriale qui a enquêté pendant 10 mois. Depuis des années, on n'a pas mis les crédits nécessaires à l'entretien des ponts. Et donc, en tout domaine, si on ne fait pas un entretien régulier, il y a une dégradation qui, à terme, pose des problèmes. Il faut agir pour éviter un drame. Face à l'urgence, la mission d'information recommande un plan Marshall dès 2020. Pour les ouvrages d'État, les sénateurs veulent faire passer le budget annuel d'entretien de 45 à 120 millions d'euros par an. Pour les ponts gérés par les collectivités territoriales, ils préconisent la création d'un fonds d'aide de 130 millions d'euros par an sur 10 ans. Car faute de moyens, ce sont les moins entretenus alors qu'ils représentent 90% des ouvrages. Sur les ponts gérés par les collectivités, comme il y a beaucoup moins de suivi, beaucoup moins de contrôles réguliers, on est dans l'ignorance et parfois on découvre des choses invraisemblables. Je rappelais tout à l'heure que dans mon département, l'année dernière, juste avant Gênes, un matin, on s'est aperçu qu'un pont dans la commune de Beaumontel, eh bien dans la nuit, il y avait tout simplement un pilier du pont qui était parti. La France dépense en moyenne 0,2% de la valeur de ces ponts en entretien. À titre de comparaison, l'Allemagne, qui y consacre aujourd'hui 0,6%, va passer à 1% dès 2020. Alors comment en est-on arrivé là? Comment aider les collectivités à rénover et à entretenir ces infrastructures? Un plan Marshall, comme le demandent les sénateurs, pourra-t-il éviter une catastrophe? On en parle tout de suite dans notre débat.
J'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Emmanuel Picot. Bonsoir, bienvenue à vous. Vous êtes journaliste au Moniteur. C'est un hebdomadaire qui suit l'actualité du BTP et de la construction. Bonsoir. Sur ce plateau également, Nicolas Méhari. Vous êtes le maire UDI de Brétigny-sur-Orge, c'est en Essonne, et vous êtes vice-président délégué aux mobilités au conseil départemental de ce département. Bonsoir. Et puis Michel Dagbert est également avec nous. Vous êtes sénateur socialiste du Pas-de-Calais et vous êtes justement un des rapporteurs de cette mission d'information sur la sécurité des ponts. Et puis Christian Tridon nous a également rejoint. Bonsoir, président du syndicat national des entrepreneurs spécialistes de travaux, de réparation justement et de renforcement de ces structures. Bravo. De stress. C'est ça, bonsoir. Première question pour vous, Michel Dagbert, parce qu'on a vu ce travail du Sénat juste après justement cette catastrophe de Gênes. Comment avez-vous travaillé? Puisqu'il y a un des points qui a marqué notamment, c'est le manque de connaissances, de recensement des ponts en France. Oui, c'est l'une des principales surprises qui a été la nôtre, tant au niveau de l'État pour ce qui est des ponts qui sont de sa responsabilité, il y a une vision assez précise, tant pour ce qui est du reste du patrimoine, nous sommes à quelques approximations, mais nous pouvons estimer qu'il y a à peu près entre 200 000 et 250 000 ponts. Emmanuel Picot, c'est une première information. Ça veut dire que les pouvoirs publics ne s'intéressent pas forcément ou s'intéressent peu justement à ces infrastructures, à ces ponts? En fait, il faut peut-être nuancer ma réponse. Il y a entre 200 et 250 000 ponts en France. Après, tous les ouvrages d'art ne se valent pas, si je puis dire. Il y en a certains qui sont gérés par l'État, d'autres qui sont gérés par les collectivités territoriales. Et dans les collectivités territoriales, il faut différencier les régions, les départements et les communes qui gèrent un parc, elles aussi, très important. Cette mission sur la sécurité des ponts, elle a ciblé sur ces 200 000 ouvrages, 25 000 ouvrages qui étaient en très mauvais état en comptant la totalité de ces ouvrages. Donc je pense qu'il faut nuancer, et d'autant plus que du point de vue de l'État, le suivi est quand même très régulier, il y a une expertise qui est quand même là, il y a des personnes qui suivent, c'est assez organisé. C'est moins le cas pour les collectivités territoriales où là, on est sur des schémas qui ne sont pas tout à fait précis et où c'est un peu plus du bricolage. C'est pas la faute de l'État, c'est la faute des collectivités territoriales. On arrive à ce chiffre de 25 000 ponts dans un état préoccupant? Non, je connais pas les chiffres en détail, donc je vais pas vous dire ça. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elles ont pas toutes les, tout le monde n'a pas les mêmes financements, les mêmes moyens. Donc c'est ce qui explique aussi cette différence. On va y venir effectivement. Nicolas Méhari, il était attendu ce rapport du Sénat parce que vous-même sur votre département, vous avez des ponts dans des états justement préoccupants? Alors, je crois que ce rapport est effectivement très attendu, très utile, parce que l'accident de Gênes, l'effondrement du pont Morandi, a fait prendre à tout le monde conscience que dans des pays développés, ça pouvait arriver. Et on avait vraiment besoin d'avoir les idées plus claires, de factualiser la situation, ne serait-ce que pour le public. Et je le dis aussi assez directement, je suis également le maire de Brétigny-sur-Orge, et à Brétigny, on est tristement bien placé pour savoir à quel point le défaut de maintenance, le défaut d'entretien peut avoir des conséquences dramatiques. On le sait, ce sous-entretien, ce sous-investissement dans la durée peut tuer. Alors, en Essonne, on a, pour le coup, deux choses à dire. La première, c'est qu'on a plutôt été assez vertueux sur le sujet. C'est-à-dire que c'est un département dans lequel, depuis plus de 20 ans maintenant, il y a un suivi régulier de tous les ouvrages qui sont dans le réseau départemental. Nous avons 450 ponts sur le réseau du département, avec des missions d'inspection régulières et aussi des montants qui sont investis pour de l'entretien courant, régulier, avec une idée simple sous-jacente, c'est qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Alors je ne suis pas du tout un expert de ces sujets, mais on considère en général qu'un pont correctement entretenu peut durer 30 ans avant d'avoir besoin d'être... 50 ans avant d'avoir besoin d'être retravaillé, alors qu'en cas de défaut d'entretien, on va plutôt être sur une trentaine d'années. Donc là, on est plutôt sur une situation où on essaie d'être vertueux là-dessus. Dans l'autre cas, dans l'autre sens, on a des ponts qui sont maintenant fermés, on pourra en parler plus tard. Ouais, Christian Tridon, on voit que les sénateurs expliquent aussi que ce manque d'entretien, c'est aussi, ou cet état de délabrement, c'est aussi dû justement à un usage non prévisible lors de la construction, la multiplication des poids lourds, ou aussi certains GPS finalement, comme Waze, pour ne pas le citer, qui incitent à passer par ces ponts. Il y a aussi les effets du dérèglement climatique.
C'est vrai. Alors, moi, la sécurité des ponts, c'est effectivement le terme générique, mais un pont doit s'entretenir depuis le... Je fais souvent le parallèle avec l'aviation. Lorsqu'une compagnie aérienne achète un avion, elle le paye et elle va le payer 2 fois et demi pendant sa vie, parce que c'est comme ça, il faut faire des missions de surveillance, d'entretien, etc. Pour un pont, c'est pareil. Alors, il y a longtemps que je travaille dans ce domaine, et lorsque je rencontre un élu ou des gens qui ont pour mission de gérer ces ouvrages, souvent, alors je vais rencontrer un élu qui va me dire « Oh, ben nous, depuis 10 ans ou 20 ans, on a mis le paquet, là maintenant, ça y est, on est tranquille. » Eh bien non, vous n'êtes pas tranquille, c'est maintenant qu'il faut commencer. Voilà, alors ça c'est très difficile à faire comprendre. Moi, pour la pathologie des ponts, pour moi, elle démarre en 1950. Hein. On peut parler après des ponts plus anciens, il y a d'autres sujets, mais la France se reconstruit en 1950 et là on va construire énormément d'ouvrages. Bien, 1 million de kilomètres de route aujourd'hui, un pont tous les 5 kilomètres à peu près. Mais ces ponts sont avec 2 matériaux aujourd'hui. 2 matériaux, pas 3, 2. C'est l'acier et le béton. Voilà, le béton il est fabriqué avec du ciment. Alors, on va pas faire un cours, mais l'acier en contact avec la chaux qui est contenue dans le ciment, il se passe des choses. Voilà, il y a des réactions qui se font naturellement et elles provoquent la corrosion. On voit la corrosion. Parfois les effondrements qu'on a pu voir. Et la corrosion fait éclater le béton. Parce que l'acier est plus fort que le béton, donc le béton éclate. Et moi, j'ai été à Morandi quelques jours après. J'ai vu des choses dessous. Si j'avais été plutôt dessous, je ne serais jamais passé dessus. Hein, mais on en est là aujourd'hui. La sécurité des ponts, c'est au quotidien. Il faut y être au quotidien. Justement, parce que vous parlez de la catastrophe de Gênes, je vous donnerai la parole, Michel Dagbert, après. Il y a quand même des ponts qui sont fermés en France et le risque est réel. Justement, on voit quand même ce rapport assez alarmiste, accablant du Sénat. Mais l'an dernier, j'ai aussi fait pas mal d'interviews sur le fameux juste après l'accident. Et à chaque fois, on m'a posé la question, un accident identique pourrait se produire en France. J'ai chaque fois répondu oui, dans la mesure où on ne fait pas l'entretien nécessaire. Faut pas, c'est pas la conception. Donc la réponse est oui, Michel Dagbert. Oui, ce qu'il faut peut-être aussi rappeler, et mon collègue de l'Essonne y faisait allusion, il n'y a pas des collectivités qui seraient plutôt vertueuses, c'est l'adjectif employé, et d'autres qui le seraient sciemment moins. Nous avons eu ces dernières années un certain nombre de collectivités, je pense notamment aux départements, qui ont été confrontés à une difficulté qui est la baisse des dotations, puisque l'État avait appelé à un effort de maîtrise des dépenses publiques l'ensemble des niveaux de collectivité, et donc les départements ont été mis à contribution, et puis ils ont été touchés par l'effet ciseau de l'augmentation des dépenses sur les allocations individuelles de solidarité notamment, et leur insuffisante compensation. Il y a une question budgétaire évidente, il y a aussi des questions de diagnostic, hein, Michel Dagbert. Des départements ont maintenu un effort d'investissement et d'entretien, d'autres ont été dans l'impossibilité de le faire. Et c'est ce que rapportent les éléments du rapport sur la mission, c'est qu'effectivement, depuis un certain nombre d'années, on a consacré beaucoup moins de moyens à la maintenance et à l'entretien. Alors Michel Dagbert, on va continuer ce débat, mais nous avons eu l'occasion de suivre justement la mission d'information du Sénat sur le terrain. C'était en Seine-et-Marne, où 2 ponts trop vêtus ont dû être fermés, d'ailleurs à cause des risques d'effondrement qu'ils représentaient. C'est un reportage de Sandra Cerca. Le pont de Coude, situé en Seine-et-Marne, n'a pas été entretenu pendant plusieurs décennies. Il risque de s'effondrer à tout moment. Résultat, il est fermé à la circulation depuis 2014, au grand désarroi du maire de la commune. C'est sur 50-100 ans qu'il aurait fallu l'entretenir régulièrement. La peinture, la consolidation des culées, c'est aussi ça c'est l'état des culées qui porte, puisque le tablier repose sur 2 culées. Voilà. Donc, et en plus, il y a le réseau d'eau qui passe en dessous, qui est suspendu. À 800 mètres à peine, de l'autre côté de la rivière du Grand Morin, un autre ouvrage délabré. Là, on est sur une départementale en face, c'est la départementale 20 qui remonte sur Villeneuve, sur la nationale 30. La mission sénatoriale sur la sécurité des ponts est venue inspecter sur place la situation. On n'est pas dans la culture de l'intégration de ces ouvrages dans le patrimoine de la collectivité. Et c'est là la vraie difficulté. Que ce soit d'un point de vue technique,
et surtout d'un point de vue financier. Au niveau comptable, ces ponts, ces ouvrages ne sont pas prévus et pas intégrés dans la comptabilité publique. La maire du village, qui jouxte le pont, assure que sa fermeture a entravé la mobilité des habitants en leur imposant des détours, ce qui n'est pas sans conséquence. Les gens qui viennent de très loin, voire des communes comme La Ferté-Gaucher, empruntent nos routes communales et sur des petites routes que je regrette de ne pas pouvoir vous montrer en centre de village, c'est 3000 véhicules par jour. C'est des nuisances et c'est surtout très dangereux parce que ce sont des toutes petites routes sans trottoir avec des enfants qui vont sur la route. Le problème, c'est que restaurer coûte cher. 2 millions d'euros seraient nécessaires pour reconstruire les 2 ponts, 1 million pour chacun. Exorbitant pour des petites communes. Les 2 maires ont fait des demandes de subventions, sans succès. Ce jour-là, ils se retrouvent en mairie pour faire le point et un constat s'impose. Les communes assument la charge de 80% des ponts sans avoir le budget pour le faire. Et beaucoup d'élus dans le passé se sont pas tellement souciés de l'évolution de ces ponts, de leur entretien. Autant les élus ont bien en tête l'entretien régulier des bâtiments communaux et savent faire passer de couvreurs régulièrement. Autant sur les ponts, il y a eu jusqu'à présent un peu une ignorance de l'évolution de ces ponts. Et donc c'est cela qu'il faut regarder pour l'avenir, faire en sorte que les ponts soient vraiment considérés comme des éléments de patrimoine et à ce titre régulièrement visités, entretenus et restaurés quand c'est nécessaire. Sans augmentation de budget, 6% des ponts seront hors service en 2037. Emmanuel Picot, on voit le sénateur Hervé Maurey, ignorance de l'évolution des ponts. Il propose justement dans le rapport de faire bénéficier, je cite, les collectivités locales des services gratuits du CEREMA. Alors c'est le centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement. Il y a des problèmes de budget, mais il y a aussi des problèmes de diagnostic, d'expertise justement. Si vous voulez, il y a effectivement en France, il y a plusieurs types d'expertise. Il y a le CEREMA qui est vraiment dédié à la fonction, ce sont des fonctionnaires, si je ne me trompe pas, ou en tout cas c'est un établissement public où il y a des scientifiques qui auscultent ces ponts. Donc ils ont une réelle expertise. Néanmoins, le CEREMA ne suffit pas, je pense, à lui tout seul pour ausculter les 200 000 ouvrages qui existent en France. Donc nécessairement, il faut faire appel à d'autres entreprises qui sont aussi spécialisées dans ce domaine. Il y a des entreprises d'ingénierie qui réalisent ça très bien. Et comme le dit très bien la mission d'information, il y a plusieurs types de diagnostics qui sont réalisés à l'heure actuelle en France. Il faut savoir que le diagnostic le plus classique et je dirais celui qui est homologué ou en tout cas conventionnel, c'est l'inspection visuelle qui se fait sur les ouvrages gérés par l'État. Cette inspection, elle se fait par des experts parce qu'on n'a pas le regard en tant qu'amateur. Il faut vraiment savoir voir les stigmates d'un pont et ça, tout le monde ne peut pas le faire. Donc il y a cette première chose. Et ensuite, il y a d'autres experts. Donc ce que je disais, c'est au niveau de l'ingénierie. Pardon, j'ai oublié ce que je disais. Donc on a les moyens justement de faire ces expertises. Il faut peut-être une prise de conscience des élus. Nicolas Améry, ça vous fait aussi réagir, ce qu'on vient de voir dans ce reportage? Alors oui, absolument, parce que au-delà du fait que les départements sont dans une situation difficile sur le plan budgétaire, tous, je crois qu'on doit faire ces choix de maintenant sanctuariser, sécuriser un investissement régulier. On a essayé de le faire en Essonne. Et pourtant, il y a effectivement des ponts qui sont gérés par le bloc communal. J'en ai un juste à côté de ma commune, qui s'appelle le pont des Cochers, et qui est maintenant fermé depuis une petite dizaine d'années, parce que on n'était pas capable de l'entretenir. Aujourd'hui, les travaux qui seraient nécessaires pour pouvoir le réouvrir ne peuvent pas être supportés ni par la commune qui d'accueil, sur laquelle il est, ni par l'intercommunalité aujourd'hui. Et donc, on a vraiment une difficulté, alors que c'est un pont qui est très utile, qui est nécessaire pour le bon fonctionnement du territoire, on n'est pas capable de le réouvrir. Alors, cette question budgétaire, elle est vraiment très importante. Et alors, je crois que sur la question de l'expertise, c'est aussi effectivement des difficultés auxquelles beaucoup de communes peuvent être confrontées. Alors, il y a plusieurs pistes de réflexion. Certains départements ont mis en place des agences locales qui permettent de donner d'aider les communes. Ce n'est pas encore le cas de l'Essonne, mais je sais que, par exemple, les Hautes-Pyrénées le font, sans doute d'autres. Le Pas-de-Calais. Et je crois que c'est partie des choses sur lesquelles tout ce qui va pouvoir aider les communes à avoir cette expertise-là permettra de, en tout cas, faire la première étape. Ça évolue dans le bon sens alors, Christian Tridon, justement.
On a dit tout à l'heure, on a cité le nombre de ponts, 200, 250 000, et dans le rapport d'Hervé Moret, il avoue qu'on ne connaît pas le nombre exact de ponts en France. Alors ça, c'est inadmissible. C'est inadmissible. Un pont, c'est un ouvrage d'ingénierie, qu'il soit petit ou grand, c'est un ouvrage très, très, très compliqué, souvent. Alors moi, on avait proposé quelque chose avec mon syndicat, de créer une fiche, comme le document, enfin le petit carnet d'entretien qu'on vous donne quand vous achetez la voiture. Est-ce qu'on reprend avec le carnet de santé ? C'est pas très compliqué, c'est un carnet de maintenance du pont, et ça devrait être affecté à chaque pont. C'est un décret. Alors, je fais souvent le parallèle avec l'ascenseur. Les ascenseurs, il y a un décret. Et tout le monde monte dans l'ascenseur personne vérifie si la petite affichette certifie que l'ascenseur a été vérifié. Il sait qu'il a été vérifié. Vous passez sur des ponts, je viens de Caen aujourd'hui, moi j'ai fait 250 km, j'ai dû passer sur X ponts. Je n'ai pas l'assurance que ces ponts-là me supportaient. Donc c'est un petit peu risible, je suis d'accord, mais ça serait la moindre des choses d'avoir. Mais il y a des menaces à prendre au sérieux, parce que ça a été rappelé, il y a quand même des cas carnet d'entretien pour chaque pont. Michel Dagbert. Ça figure dans les propositions, parce que le mérite de la mission, ça n'est pas seulement que d'essayer de faire une photographie à l'instant T. C'est aussi, après les auditions, après les contributions que nous avons reçues, près de 1200 contributions sur la plateforme numérique, des auditions d'experts, des auditions d'associations d'élus, c'est aussi d'être en capacité de proposer un certain nombre de pistes. Et dans celles qui sont proposées, à l'axe 2, il y a la mise en place d'un système d'information géographique qui permettrait de recenser de manière exhaustive l'ensemble des ponts, quel qu'en soit le gestionnaire, de la commune, de l'intercommunalité, du département ou de l'État, mais plus encore de permettre de mettre à disposition cette base de données à la disposition des éditeurs, et je pense notamment des éditeurs de GPS, pour éviter qu'ils nous envoient des poids lourds dont le tonnage, dont les ouvrages n'ont pas été prévus pour supporter le tonnage de ces poids lourds sur l'itinéraire en question. Et enfin, ce à quoi vous faisiez allusion, la mise en place d'un véritable carnet de santé pour l'ensemble de ces ouvrages, avec notamment les dates d'intervention, la nature des interventions et de suivi, les visites de suivi. Je tiens à signaler que l'observation que nous avons pu faire, c'est aussi que pour bon nombre d'ouvrages d'art, nous n'avons plus la documentation d'origine. Au gré des transferts qui se sont opérés entre l'État et les collectivités, je pense notamment les transferts des routes nationales d'intérêt local à destination des départements. Nous avons récupéré le linéaire de voirie, mais nous avons peu de documentation sur les ouvrages d'art qui sont sur ces itinéraires. Emmanuel Picot, on voit que les sénateurs réclament un véritable plan Marshall. À partir de 2020, disent-ils, l'État devrait consacrer 120 millions d'euros par an pour ces ponts. C'est nécessaire d'en passer par là ? Visiblement, oui. Alors, 120 millions, c'est pour les ouvrages gérés par l'État, mais c'est 130 millions de plus pour les ouvrages gérés par les collectivités. Pendant 10 ans. Il faut savoir qu'aujourd'hui, sur le volet financier de la loi d'orientation des mobilités, ce qui était prévu pour la prochaine... Voilà, pour les prochaines années, c'était 75 millions rien que pour les ouvrages pour l'État. Donc là, ça voudrait dire doubler le financement. On ne compte pas le budget pour les collectivités territoriales. Et je pense que c'est Monsieur Tridon qui dit, ce matin, on a dit, la mission sénatoriale a dit qu'en gros, il y avait des estimations internationales qui disaient que globalement, il faut investir 1,5 fois plus d'argent que ce que le pont a coûté chaque année, globalement, pour qu'il soit entretenu correctement. Aujourd'hui, on est à 0,2%. En tout cas, c'est les chiffres qui m'ont été donnés. C'est quand même nécessaire, je pense, oui. Lorsque le pont est en état. C'est à l'état. On a plus beaucoup de temps pour conclure, Nicolas Méhari. On sait que c'est quand même un avertissement de la part du Sénat, justement, à l'exécutif. Il faut tenir compte de ces recommandations. Absolument. Je crois que vraiment cette mission du Sénat a été extrêmement utile. Les recommandations vont dans le bon sens. Ça ne va pas être simple, parce qu'on peut facilement se dire qu'il faut qu'on augmente les budgets consacrés.
Le rapport Duron déjà avait mentionné dans le travail du comité d'orientation des infrastructures les besoins importants qu'il pouvait y avoir à ce moment-là. Et ça veut dire aussi, et c'est nécessaire, c'est simplement de la bonne gestion que d'investir aujourd'hui pour que cela ne coûte pas plus cher demain. Néanmoins, on sait que dans le contexte actuel des finances publiques, c'est très difficile. Et Christian Trilon le rappelait en tous les tout cas, à l'heure. des sénateurs à l'exécutif. Oui, Merci. absolument. Les trois étaient entendus sous serment par la commission d'enquête du Sénat sur l'affaire Benalla et après décision du bureau, leur cas avait été transmis à la justice, soupçonné de faux témoignages. Mais finalement, le parquet a opté pour un classement sans suite pour les trois collaborateurs de l'Élysée. Alors on va tout de suite retrouver Tam Tranuit pour une première réaction avec un des rapporteurs de cette commission d'enquête sur l'affaire Benalla, le socialiste Jean-Pierre Sueur. Jean-Pierre Sueur, votre réaction au classement sans suite à la poursuite pour faux témoignage de Patrick Stroda. Il était poursuivi éventuellement par la justice dans l'affaire, bien sûr, du faux témoignage de l'affaire Benalla. C'est une décision du parquet qui ne relève que du parquet et qui ne dépend que du parquet, point. Et nous, parlementaires, nous n'avons pas à faire de commentaires puisque nous avons assez dit qu'il fallait respecter l'indépendance de la justice et aussi l'indépendance de notre commission d'enquête parlementaire. Notre commission a dit ce qu'elle devait dire, le bureau du Sénat a dit ce qu'il devait dire, le parquet prend ses décisions souverainement et elles ne concernent que lui. Vous respectez donc cette décision de la justice, mais néanmoins, on se rappelle bien sûr qu'à l'issue des auditions que vous aviez effectuées, vous aviez jugé qu'il y avait de forts soupçons, de forts témoignages, des contradictions que vous aviez relevées. Soyons très précis. La commission d'enquête, dans son rapport, a dit qu'il y avait eu la retenue d'éléments significatifs de la vérité, retenue d'une part significative de la vérité. Le bureau du Sénat a dit qu'il y avait faux témoignages. C'est la position du Sénat, exprimée par son bureau. Nous avons pris nos responsabilités, le bureau a pris ses responsabilités. Maintenant, le parquet prend ses responsabilités, mais cette décision est la sienne. Nous sommes dans le respect de l'indépendance de la justice, du Parlement et de l'exécutif. Ce n'est pas un camouflet pour le Sénat, pour le bureau du Sénat, pour votre commission d'enquête? Je n'ai aucun commentaire à faire, en plus de ce que je vous ai dit. Nous avons dit notre conviction, le bureau du Sénat a dit sa conviction, le parquet est totalement indépendant. Que pensez-vous du fait que le parquet de Paris ait classé sans suite la procédure ouverte pour faux témoignage contre le directeur de cabinet d'Emmanuel Macron, Patrick Stroda, et puis il y a aussi ces deux autres hauts fonctionnaires, le général Lavergne et Alexis Kohler, qui sont mis hors de cause après leur témoignage devant la commission d'enquête? Je fais partie des sénateurs centristes comme Hervé Marseille, qui sont membres de la commission des lois et donc membres de la mission d'information revêtus des pouvoirs d'une commission d'enquête. Vous étiez opposé à la poursuite de ces nous avions dit fonctionnaires. que les faits commis par Vincent Kras et Alexandre Benalla, d'une part, n'étaient pas de la même nature que les reproches qu'on peut adresser à trois hauts fonctionnaires de la présidence de la République qui ont été des hauts fonctionnaires pour ceux que vous évoquez, des fonctionnaires qui ont servi l'État, la République de belle manière pendant toute leur carrière et qui se sont retrouvés dans cette affaire Benalla, position difficile, il a fallu gérer cette situation, ils ont pris des décisions. Je trouve qu'il n'était pas utile de transmettre les informations concernant ces trois hauts fonctionnaires au parquet. Nous l'avons dit avec le président Hervé Marseille à ce moment-là. Bon, aujourd'hui, le parquet de Paris décide de ne pas les poursuivre. Donc vous êtes satisfait? C'est une satisfaction. Nous attendons par contre la suite concernant messieurs Benalla et Kras, parce que c'est là-dessus que nous avons besoin de savoir ce que l'autorité judiciaire décide de faire. Je ne porte pas de jugement, par contre, sur ce que l'autorité judiciaire décide de faire, et je n'ai pas d'analyse de ce qu'ils font. Il y a la séparation des pouvoirs, il y a l'autonomie des pouvoirs, et je la respecte absolument. Quand on parle de faux témoignages, de quoi s'agit-il? Je vous propose de revenir justement sur la commission d'enquête sénatoriale sur l'affaire Benalla avec Cécile Assixou. Il n'y aura pas de poursuite judiciaire. Le parquet de Paris a estimé que le général Lavergne, ancien chef de la sécurité du président de la République, Alexis Kohler, secrétaire général de l'Élysée, et Patrick Stroda, le directeur de cabinet d'Emmanuel Macron, n'ont pas menti devant la commission d'enquête sénatoriale sur l'affaire Benalla.
C'est pourtant ce qu'avaient conclu les sénateurs en février 2019. Dans leur rapport, ils avaient considéré, je cite, que les 3 proches d'Emmanuel Macron avaient retenu une part significative de la vérité de leur audition, notamment sur la question des missions exercées par Alexandre Benalla à l'Élysée. Pour rappel, lors de leurs auditions, les 3 hommes du président avaient tous eu la même version. Alexandre Benalla était chargé de mission auprès de la chefferie de cabinet, c'est-à-dire auprès de l'entité qui, au sein du cabinet président de la République, est chargée d'organiser son agenda, ses déplacements. Selon eux, Alexandre Benalla n'avait que 3 missions à l'Élysée, celle de la gestion des déplacements publics, les déplacements privés et l'organisation du 14 juillet. Or, selon les sénateurs de la commission qui ont eu la fiche de poste d'Alexandre Benalla entre leurs mains, ce dernier avait aussi une mission de sécurité. La présidence de la République a reconnu, et c'est inscrit dans la fiche de poste, que M. Benalla exerçait une fonction de coordination des services de sécurité. Pas de décision du parquet de Paris. En revanche, sur les cas Alexandre Benalla et Vincent Crase, également concernés par ces investigations pour faux témoignages, la justice examinera leur cas une fois les autres enquêtes judiciaires terminées. Et Quentin Calmet nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Quentin, Journaliste à Public Sénat. Vous avez d'ailleurs suivi de près cette commission d'enquête sur l'affaire Benalla. On vient de l'apprendre, pas de poursuite pour ces 3 proches de l'Élysée. On a entendu un petit peu les analyses de certains sénateurs. Quelle lecture faites-vous de cette annonce ? Eh bien, effectivement, on vient d'entendre les membres les plus éminents de la commission d'enquête, notamment Jean-Pierre Sueur, qui était l'un des 2 co-rapporteurs. Et effectivement, dans les entourages de ces membres éminents, on le maintient. Pas de réaction, pas de commentaires. On entend respecter la décision du procureur. Et puis, la décision de la commission, les auditions, elles ont eu lieu en toute transparence, rappelle-t-on, dans les entourages, en disant que voilà, le Sénat avait pris sa responsabilité, que le bureau, rappelez-vous, il y avait eu aussi l'étape du bureau qui avait aussi également pris sa propre décision de transmettre au parquet, effectivement, les soupçons sur les faux témoignages. Et donc, avec toute simplicité, on rappelle que le travail du parquet, eh bien, il est respecté dans son indépendance. On ne commande pas une décision de justice, ce n'est pas un camouflet pour le Sénat, c'est ce que dit Jean-Pierre Sueur, c'est pas tout à fait ce que disent en off d'autres sénateurs que vous avez pu joindre. Tout à fait. Alors, regardez par exemple dans le communiqué du procureur de la République qui a effectivement été publié aujourd'hui, il y a cette phrase qui note que le parquet constate que les investigations de la mission d'information, donc de la commission d'enquête Benalla, ont de fait recouvert un champ en grande partie similaire, je cite, à celui des procédures judiciaires en cours dans le cadre de 2 informations judiciaires distinctes. Le parquet, eh bien, il dit que le Sénat a empiété sur le travail de la justice. Et ça, c'est un reproche politique qui avait été fait par notamment les parlementaires En Marche qui dénonçaient les auditions des plus proches collaborateurs d'Emmanuel Macron. Et donc, rien que cet élément-là du communiqué du parquet, ça peut apparaître comme un camouflet. Et en off, effectivement, les sénateurs qu'on a pu avoir au téléphone cet après-midi, on les sentait agacés par cette décision du parquet, car eux, ils les ont notés, ces invraisemblances, dans les témoignages des 3 plus hauts responsables de l'Élysée. Et ils ont même dit au téléphone, on nous a baladés, on en est conscient pendant ces auditions. Et donc, c'est une information qu'on a pu avoir cet après-midi. Certains réfléchissent effectivement à d'autres poursuites encore. Oui, ça pourrait être effectivement une piste. Ça veut dire qu'on n'en a pas fini avec cette affaire Benalla et le Sénat ? Alors, effectivement, rien n'est acté. C'est uniquement une discussion que nous avons vue avec un sénateur qui juge qu'effectivement, pourquoi pas, une plainte avec constitution de partie civile de la part du Sénat. Il n'est pas sûr, ce sénateur, que ce soit faisable, que la justice puisse comme cela prendre une plainte de la part du Sénat. Mais voilà, lui, il le dit, il faut que l'on respecte les pouvoirs et le travail des commissions, et notamment la mission de contrôle. Hors de question, donc, de se laisser marcher sur les pieds lorsque les invraisemblances sont aussi patentes. Eh bien, merci à vous, Quentin, pour toutes vos précisions. Place maintenant à notre séquence sénateur à domicile. Et cette semaine, c'est Daniel Chassaing, sénateur Les Indépendants de la Corrèze, que nous avons suivi sur son territoire. La Corrèze est un département hyper rural, mais pas question de laisser les bourgs mourir faute d'activité sur place. Les initiatives fleurissent pour conserver habitants et développer des activités économiques. Reportage de Béatrice Finzan. Comment ça va? Ça va et vous? Ça va. Bon, ben écoutez, on est venu vous voir un petit peu puisque vous avez des difficultés pour faire reprendre votre commerce. Le problème, il est de trouver la personne qui le veut, qui veut venir et qui se plaît et qui veut venir. Alors ça, c'est compliqué.
Les commerces, c'est la base de la vie dans nos territoires. Voilà. Et il faut absolument les conserver. À la campagne, on peut vivre et bien vivre, et vivre heureux. Chambray, 1300 habitants. Dans ce petit bourg de Corrèze situé à 1 heure de Limoges, l'inquiétude de voir disparaître les commerces est vive. L'unique hôtel du village vient de fermer car le propriétaire n'a pas trouvé de repreneur. Dynamiser le territoire en créant de l'emploi, c'est tout l'enjeu des communes rurales. Et justement, en novembre dernier, l'entreprise Home s'installe sur le territoire, aidée par les élus locaux. Spécialisée dans la fabrication de ganivelles, ces clôtures très présentes sur les fronts de mer pour éviter l'érosion des dunes, l'entreprise a créé une vingtaine d'emplois et souhaite déjà s'agrandir. Ici, on est excentré, on est à 60 km des pôles urbains et donc pour fixer la population, il faut de l'emploi. Donc moi, quand quelqu'un se présente à la commune, à la mairie et notamment des porteurs de projets ou des chefs d'entreprise pour s'installer et créer de l'emploi, tout de suite on répond présent et on accompagne systématiquement. Et je suis heureux aujourd'hui de voir cette entreprise qui a évolué très rapidement, puisqu'à la mi-novembre, ils ont embauché 6 personnes et aujourd'hui, ils sont 24. Michael est l'un d'entre eux. Il est arrivé en janvier avec sa femme. On est venu ici, c'est pas vraiment pour s'installer, mais en arrivant ici, on a vu la Corrèze, on a fait un peu le tour et on s'est dit que ça nous plaît et pourquoi pas s'installer ici. Pourtant, chaque jour, Eric et Stéphanie peinent à remplir leur planning. Lui, je lui ai laissé des messages, j'ai appelé. J'ai mis le nouvelle. Il habite où lui? C'est un gars qui habite à Chambray aussi. La mairie nous a mis à disposition un local tout neuf, magnifique. On est dans des super installations, dans un secteur exceptionnel. Donc un cadre de travail qui est top. On a des machines qui sont toutes neuves. Le seul problème qu'on a, c'est qu'on n'a personne pour mettre derrière. Il nous manque du personnel. On est en recherche permanente de personnel. Fixer les employés sur un territoire enclavé, c'est compliqué. Car l'autre enjeu majeur des territoires ruraux, c'est de maintenir la population. Et ça passe avant tout par l'habitat. Dans le bourg, Daniel Chassin vient voir le dernier logement rénové. C'est Paulette qui en a bénéficié. Bonjour, bonjour, comment allez-vous? Comment ça va? Ça va. Bon. On le fait aller. C'était votre souhait aussi de vous rapprocher du centre-bourg, hein, d'être oui, voilà, de tout. De mes enfants. Voilà, exactement, exactement. Si on veut que les gens restent, il faut des logements. Et ça, c'est très important. Donc, il faut refaire dans les bourgs-centres, créer de nouveaux logements, aménager des logements qui sont actuellement obsolètes et qui sont des passoires énergétiques. Et tout ça, si on veut maintenir l'aménagement du territoire, c'est ce qu'il faut faire. Et justement, 12 nouveaux logements devraient bientôt voir le jour à Chambray. Livraison prévue dans 1 an. Bonjour Daniel Chassin. Bonjour. On l'a vu dans le reportage, vous êtes sénateur de la Corrèze et vous vous battez pour finalement un peu casser l'image de ces centres-bourgs qui se meurent. Il y a de la vie, il y a de l'activité économique en milieu rural, mais il faut, peut-être un peu plus qu'ailleurs, l'accompagner. Absolument. Alors, si vous voulez, on a vu une commune, mais on pourrait le dupliquer dans de nombreuses autres communes, si vous voulez, où on a des commerces qui ont des difficultés à être repris. Et on a aussi, avec beaucoup de travail, on implante des entreprises, mais c'est possible d'implanter des entreprises en milieu rural, c'est possible d'y maintenir la vie. Mais après, le deuxième problème, c'est comment on fait pour que les personnes qui viennent travailler habitent localement. Et pour ça, il leur faut des logements. Alors, vous savez que les plans locatifs aidés, les PLA, souvent par la préfecture, par l'État, sont attribués aux villes et peu aux communes rurales. Finalement, on ne donne pas assez au rural, on regarde toujours trop la ville? Oui, si on veut maintenir l'aménagement du territoire, actuellement, il faut Internet, bien sûr. Ça, c'est le département de la Corrèze qui m'en fait un gros effort et on aura Internet à la maison. Mais il faut des logements. Il faut des logements isolés. Parce que sinon, l'hiver, on va dépenser tout l'argent dans le chauffage. Tout est lié. La démographie dépend de l'activité économique. Il faut sauver la boulangerie du centre-bourg. Voilà. Est-ce qu'il y a assez qui est fait à destination
des centres-bourgs. On a parlé de l'action cœur de ville pour les centres-villes. Alors, tout à fait. Est-ce que les centres-bourgs ne sont pas les grands oubliés? Les centres-bourgs sont oubliés. Donc il y a une proposition de loi au Sénat qui s'appelle OSER qui était rentrée dans cette démarche. Et je sais que Jacqueline Gouraud, la ministre, est en train d'étudier des possibilités d'aider les centres-bourgs. C'est ce qu'il faut faire. Effectivement. Alors, bien sûr, après, il y a la santé. Mais il faut réaménager les centres-bourgs, conserver les commerces de proximité, mettre des logements pour pouvoir que les gens viennent habiter et pour pouvoir conserver aussi des personnes âgées qui sont isolées, mais qui vont revenir, comme vous avez eu un exemple ici, dans le centre-bourg. Vous dites finalement, il faut faire comme le gouvernement fait pour son plan Action Cœur de Ville. Tout à fait. Comment on aide concrètement sur le territoire? L'action Cœur de Ville, si vous voulez, c'est des aides de l'État directement qui sont données aux communes pour réhabiliter des logements, pour réhabiliter aussi des magasins, enfin de l'endroit où on peut implanter des magasins. Et ça, c'est très important. Dans les centres-villes, vous passez dans des villes, vous avez vraiment des avenues où il y a beaucoup de magasins dont les devantures sont complètement obsolètes, si vous voulez. Finalement, c'est un peu ce qu'on a vu dans le reportage, des entreprises qui sont aidées, on achète les locaux, on fait les travaux et après on le loue aux entreprises. Si vous voulez, d'abord, il faut que l'État soit un État fort pour les communes rurales et hyper rurales. Si vous voulez, les communes et les communautés de communes ne pourront pas seules aider et implanter les entreprises. Et c'est absolument très important parce qu'on a quand même une double peine, si vous voulez. Lorsque les personnes s'implantent en rural, elles sont un peu loin de l'autoroute, c'est plus compliqué, vous avez vu, pour avoir des employés. Donc, il faut que l'État aide pour tout ce qui est l'immobilier et pour aider aussi à la commune ou à la communauté de communes à partir du moment où il y a un projet viable pour que ce projet puisse se réaliser. Et ça, c'est très important. Je répète, si on veut maintenir la vie en milieu rural. Parce que, si vous voulez, l'agriculture, il faut aider l'agriculture, mais nous, on est dans un endroit d'élevage. Et bien sûr, même si on aide l'agriculture à maintenir, on a perdu énormément d'emplois au niveau agricole. Vous dites à l'État d'intervenir, aux législateurs aussi, de peut-être donner un peu plus à la ruralité? Il faut bien sûr que l'État, c'est une décision au niveau de l'État. Le législateur, oui, mais il faut qu'au niveau de l'État, il y ait davantage de péréquation et surtout davantage d'aide au niveau des commerces pour implanter et maintenir des commerces et au niveau d'implantation d'entreprises. Bien sûr, après, il n'y a pas que ça, il y a la santé. Justement, on va évoquer la santé. Vous êtes médecin de profession et toujours en activité, vous exercez toujours en Corrèze? Je suis un petit peu en activité parce que on est en train d'avoir une maison de santé qui va voir le jour dans maintenant une quinzaine de jours, qui est pratiquement finie. Et donc, c'est moi qui avais monté ce projet au niveau cantonal. Et dans ma commune, je veux essayer de continuer à avoir un successeur. Pourquoi? C'est compliqué d'attirer? C'est très compliqué, c'est très compliqué. Alors, vous savez que le Sénat a fait un amendement très important, comme quoi les étudiants en dernière année du 3e cycle venaient pendant 6 mois avec l'aide de médecins. Ça, c'est un amendement que vous avez porté et il a été conservé par les sénateurs et députés en commission mixte paritaire. Il a été absolument conservé. Donc, j'ai porté cet amendement qui est un amendement commun après de la commission avec LR et le Parti socialiste. On a fait un amendement commun et cet amendement, effectivement, est devenu maintenant un amendement de la CMP. De la commission mixte paritaire où les députés et sénateurs se mettent d'accord sur le texte. Et donc, je pense que cet amendement sera très important pour l'avenir. Je ne dis pas qu'il va tout régler, mais on aura, avec un médecin référent, un étudiant en médecine qui viendra 6 mois dans les zones sous-dotées. Et peut-être, après, il s'installera. Il trouvera que c'est bien. Parce qu'encore une fois, sans médecin, sans la boulangerie, sans tout ça, c'est lié. Il faut tout ce panel d'activités pour garder les gens bien sûr, vous n'avez pas une personne retraitée s'il n'y a pas le médecin, les paramédicaux qui va venir s'installer. Elle ne s'installera pas dans une ville et a fortiori, elle ne s'installera pas en campagne. Donc c'est très important. Moi, je continue effectivement avec des remplaçants, mais je veux essayer d'avoir un successeur dans la maison de santé qui va ouvrir et qui est toute neuve.
un sujet plus sensible pour le médecin que vous êtes. Au Sénat, il y avait une bataille entre ceux qui voulaient imposer l'installation de jeunes médecins en territoires ruraux et d'autres qui voulaient simplement de l'incitatif. Voilà. Vous y êtes parti de quel bord? Je vais vous dire, c'est un bon compromis, parce que non, mais bien sûr, si vous voulez, l'incitatif, oui, mais le coercitif, non, ça ne marche pas. Donc là, c'est quelque chose qui est un bon compromis. Les étudiants en 9e année, c'est-à-dire en dernière année de 3e cycle. Presque complètement formés, avec un médecin référent au cas où ils ont un petit problème ou un conseil à demander, eh bien, ils pourront s'installer pendant 6 mois dans les zones sous-dotées. Merci Daniel Chassaing d'avoir été notre invité aujourd'hui. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans quelques minutes, vous retrouvez Delphine Gérard pour l'émission On va plus loin. Excellente suite des programmes sur Public Sénat.